parce que ça prend autant de temps qu'un bébé, jour et nuit, week-end compris. Je remercie d'ailleurs FXM de m'avoir permis, donc il y a 4 ans maintenant pratiquement, d'avoir l'opportunité de saisir, de m'occuper de ce projet. Nous avions un forum au début, et on faisait une émission par jour. Aujourd'hui, on a un forum, on a un site internet, on a 16 à 20 émissions par semaine. Notre contenu se retrouve partout sur la toile internet française. L'équipe d'EDFX devient une référence en termes de rédaction, notamment sur les monnaies, puisque FXM est un spécialiste sur le Forex. Alors, je pense que dans un processus éducatif et de trading, je peux vous apprendre des choses, comme tout analyste. Mais je pense que ce qui fait la richesse de DDFX aujourd'hui, c'est pas du tout que je parle fort et que je tiens mes scénarios, c'est que j'ai une équipe de très grande qualité. Vous avez Vincent Gaine qui a rejoint notre équipe il y a maintenant 6 mois, qui est extrêmement factuel et qui est un très bon éducateur. Vous avez Karen Pelloual qui est venue tenter de me contenir et qui vient souvent dans nos bureaux pour nous expliquer en quoi elle n'a pas forcément le même avis que nous. Vous avez Adriane qui est montée en puissance ces dernières années avec l'équipe d'EDFX et qui aujourd'hui rédige des points sur l'euro-dollar parfaits et des stratégies sur les métaux qui fonctionnent extrêmement bien. Et donc, je suis fier de me retrouver avec eux et avec l'ensemble de mon équipe pour qu'on vous montre donc des prévisions graphiques. Donc en fait, on a pioché dans nos stratégies trimestrielles, on a pioché dans nos graphiques du quotidien. Et en fait, on voulait vous montrer quelques monnaies, quelques matières premières et quelques indices sur lesquels nous avons des avis relativement faits. On n'est pas allé donc justement sur tous les actifs qui étaient inintéressants. On s'en sort ou celui-là on le jette? D'accord, tu as les présentations sur celui-là, c'est parfait. Donc voilà, c'est pas pour moi, mais pour eux, je vous demande des applaudissements. Merci. Il faut savoir que sur le site d'EDFX, tous les matins vous retrouvez Adriane à 9h15, tous les matins vous me retrouvez à 11h, tous les après-midi vous me retrouvez Vincent à 14h15 ou 15h15. On fait 3 émissions, 3 points de marché par jour. Vous adorez l'accent anglais, vous allez voir Adriane. Vous voulez un cours particulier, vous allez voir le professeur. Et si je ne vous insupporte pas, vous pouvez aussi m'écouter à 11h, parce qu'il est vrai que ces derniers temps, je tape relativement du poing sur la table, notamment concernant les indices. Mais peut-on m'en vouloir, sachant que depuis 24 séances, comme le disait Philippe, on ne manque pas que je sache, et que, comme je vous l'ai expliqué par A plus B, plus tous les graphiques qu'on avait là, qui étaient relativement enfantins, qu'on est plus proche d'un point haut que d'un point bas sur les indices. Alors l'équipe, je pense qu'on peut la passer en revue, vu que je vous en ai parlé. Je vais quand même faire la dernière parenthèse de cette équipe sur Karen Pelloual, avec qui on travaille depuis des années, qui est tradeuse, qui est éducatrice, qui fait des formations sur Ishimoku, qui a écrit le premier livre sur Ishimoku, et qui fait partie de notre équipe, parce que tous les jours elle poste sur des messages qui vont sur notre site, elle vient faire du webinaire au bureau. Elle a écrit le livre Ishimoku, en l'occurrence pour que toutes les personnes qui s'intéressent à Ishimoku puissent avoir une référence, parce que c'est pas avec ce genre de bouquin qu'on devient milliardaire. Et on remercie beaucoup Karen donc, de partager sa passion avec nous sur DDFX. Alors on va pouvoir passer, je pense, au slide suivant. Et là, je donne la parole au prof. Donc bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver, de pouvoir prendre enfin la parole devant vous depuis que j'avais fait un peu votre connaissance lors de la précédente conférence FXM, c'était en avril dernier, si mes souvenirs sont bons. Donc en fait l'idée, à travers ces graphiques de moyen long terme, c'est d'essayer de se projeter et d'imaginer ce que pourraient être les marchés financiers, le monde, une fois qu'on rentrera dans un phénomène qu'on ne connaît pas au fond, puisque ça fait depuis maintenant 2008 que le marché est habitué à la politique monétaire de la Réserve fédérale des États-Unis, qui n'est pas simplement une politique monétaire de taux zéro, mais une politique monétaire qui voit le bilan de la Fed se garnir d'actifs financiers de marché. Donc il y a eu plusieurs phases de quantitative easing, on entend partout
Depuis notamment le printemps dernier, la phase 3 du quantitative easing va être réduite, et puis finalement elle n'a jamais été. À la base, elle devait être réduite lors du FOMC du 18 septembre dernier. Alors au fond, on a une incertitude qui est complète, c'est-à-dire qu'on ne sait pas si cette phase 3 du quantitative easing va être réduite, si elle doit être réduite, on ne sait pas quand, et enfin, si elle doit être justement réduite, et si on sait quand, on ne sait pas comment. Donc il y a énormément d'incertitudes, et pour se projeter dans le futur, une des façons de procéder, c'est de peut-être revenir sur l'impact des précédents programmes d'assouplissement quantitatif de la Réserve fédérale des États-Unis sur justement les actifs financiers. Donc on va commencer ce point de moyen terme par ces graphiques-là pour constater un certain nombre de choses. Il y a eu depuis 2008 3 phases de quantitative easing, le QI1, le QI2 et donc forcément le QI3. Ces programmes n'ont rien à voir les uns avec les autres, ils ont tous comme point commun d'être basés sur une politique de taux zéro, mais là c'est simplement la courbe du taux directeur de la Réserve fédérale des États-Unis. Mais ils ont aussi comme point commun de voir les actifs de la Fed dans son bilan s'accroître. Par contre, la Fed n'a pas à chaque fois acheté les mêmes éléments. Le QI1, c'était quoi? C'était avant tout désengager, sortir des banques commerciales américaines un certain nombre d'actifs dits toxiques. Vous en aviez entendu parler à l'époque, la fameuse crise des subprimes, en fait des actifs financiers qui garnissaient les bilans des banques et qui valaient en fait zéro. Donc il fallait sortir ce risque du bilan des banques et les faire entrer dans un bilan qui lui ne craint aucun risque, celui de la Fed. Donc ça c'est le QI1, et vous voyez que lors de son lancement, clairement c'est lui qui, en 2008-2009, puisque le Nasdaq lui a commencé à bondir dès 2008, automne 2008, ainsi d'ailleurs que les actions émergentes, et puis les indices actions les plus classiques, eux, ont commencé à rebondir en mars 2009, à peu de choses près. Donc, le point bas du marché baissier, celui qui a commencé à l'été 2007 en Europe, a été permis par cette rupture monétaire, cette nouveauté monétaire, en tout cas nouveauté pour ce qui est des États-Unis, parce qu'au Japon, ça existe depuis un certain temps, comme on vous l'a expliqué auparavant. Donc, rebond des marchés actions avec le lancement de la phase 1 du quantitative easing. Et puis, ce programme QI1 avait une date d'échéance, on a atteint l'échéance, le marché a pris quelques bénéfices, et puis derrière est reparti à la hausse. A suivi ensuite, en 2009, une phase 2 du quantitative easing qui a permis au marché d'aller plus loin. Alors, bien sûr, il n'y a pas que ça qui a permis au marché d'aller plus loin, mais l'idée c'est d'essayer de superposer les deux événements pour anticiper l'avenir, ou faire des scénarios. Et puis le deuxième programme s'est arrêté en 2011, et là derrière, un marché de prise de bénéfices. Lancement du QI3, c'était en septembre 2012, et derrière, vous constatez donc à nouveau une tendance haussière de cet indice S&P 500. Il y a donc une corrélation étroite entre la politique monétaire quantitative de la Fed, qui pourtant n'achète pas d'actions. La Fed n'a jamais acheté la moindre action. La Fed, dont son programme numéro 3, achète par contre des obligations. Donc, nouvelle tendance haussière des marchés actions. Et depuis que nous sommes, alors, est-ce que nous sommes réellement dans une structure chartiste en biseau? Nous sommes dans la partie droite du graphique, l'extrémité à droite tout en haut. Est-ce que nous sommes dans une espèce de compression comme ça sur l'indice S&P 500 avec les nouveaux plus hauts des dernières séances? J'en ai moins la conviction. Il n'empêche, vous connaissez le graphique, c'est le graphique de long terme du S&P 500, il vous a été montré auparavant, nous sommes dans les hauts canaux de long terme. Pourquoi la hausse commence à ralentir? Il y a bien sûr ces explications d'ordre technique, mais il y a surtout le fait que depuis le printemps dernier, la Fed, par la voix de son comité de politique monétaire, le fameux FOMC, a commencé à envisager la réduction de ce QI3. Et au fond, c'est compliqué parce que d'une part, personne ne mesure l'impact sur le marché de la réduction de ce QI3, et en fait, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Le simple fait maintenant de penser à la réduction du QI3, le simple fait de l'évoquer, crée de l'attention sur le marché. Et on a l'impression que le fait d'en parler représente un risque pour le marché. Alors imaginez le fait de le mettre en place, même si c'est extrêmement progressif, le jour où on aura un début de réduction, eh bien on pourra considérer que c'est une rupture monétaire. Alors pourquoi c'est l'incertitude totale? Pourquoi depuis un mois on a tout eu? On a eu tous les catalyseurs, on a eu les chiffres de la désinflation européenne, on a eu les chiffres de croissance économique pour le troisième trimestre pour toutes les zones géographiques, les chiffres du commerce extérieur. On a franchement eu un certain nombre d'indicateurs avancés, des décisions de politique monétaire qui ont surpris tout le monde, personne ne s'attendait à une baisse des taux de la Banque Centrale Européenne. Et puis, malgré ça, on a un marché action qui est parfaitement inerte. Alors, une inertie haussière pour les actions américaines, clairement, on fait de nouveaux plus hauts, même marginaux, on fait de nouveaux plus hauts. Et les actions européennes, c'est le calme plat, et j'imagine que vous suivez l'indice CAC 40. Je
pense que vous devez tous être usés depuis maintenant la mi-octobre, 4230, 4315. Parfois une mèche à 4220, ça repart. Une mèche à 4340, ça redescend. Et finalement, on ne prend pas de décision. Et pourquoi est-ce qu'on ne prend pas de décision? Face à cette incertitude. Donc, c'est probablement une nouveauté qui nous attend. J'ai mis un encadré rouge ici à droite de l'écran. On va bientôt rentrer dans un monde dit de tapering. Alors, Adrien pourra vous expliquer ça mieux que moi, ça vient du verbe anglais réduire. Le principe, c'est que le marché ne connaît pas sa situation monétaire. C'est nouveau, un quantitative easing qui va être réduit de manière progressive. Et c'est justement face à cette incertitude que le marché, action en tout cas, ne sait pas où aller. Mais pour l'instant, c'est l'inertie haussière. On peut peut-être continuer, et puis je pense qu'il faut qu'on accélère un peu. Donc là c'est le même raisonnement, et puis je vais céder la parole. L'idée c'est quoi? C'est acquis pour tout le monde. On sait qu'il y a une corrélation forte entre hausse des actions américaines et ces achats d'actifs et pourtant d'obligations de la Réserve fédérale des États-Unis. Par contre, ce que vous avez sous les yeux, c'est exactement le même graphique, sauf que les faces du quantitative easing sont superposées au dollar américain. Et là, vous constatez qu'on ne peut pas résumer le quantitative easing au quantitative easing. Il y a 3 programmes, ils sont tous différents, et l'impact sur le dollar n'a jamais été le même. Ici, sous vos yeux, c'est le dollar index, l'indice dollar, face à un panier de devises. Par contre, pour nous, ce qui nous intéresse directement, c'est la phase actuelle, celle qui va bientôt être réduite. Le lancement, on voit que ça a fait monter le dollar. Depuis qu'on spécule sur une réduction de ce QI3, le dollar a plutôt pris les bénéfices. Là maintenant, le dollar rebondit depuis la mi-octobre. Alors pourquoi le dollar rebondit depuis la mi-octobre? Est-ce qu'on peut faire un lien avec le QI? Honnêtement, depuis la mi-octobre, on a tout entendu. On a des membres du FOMC, plutôt connus pour être en faveur de la politique monétaire accommodante des États-Unis, qui eux vous disent, sous Bernanke, le tapering sera mis en place. Puis on a Janet Yellen, future présidente de la Réserve fédérale des États-Unis, qui elle est vraiment connue pour être en faveur même voire d'une extension du QI3, qui nous dit hier, lors de sa première allocution au Sénat, devant les sénateurs des États-Unis, que le QI représente un risque d'instabilité financière, qu'une politique de taux zéro de manière durable, elle est déjà durable, dit en passant, représente aussi un risque de déstabilisation de l'économie, mais pourtant, les conditions économiques actuelles des États-Unis ne permettent pas de réduire donc ce QI. Donc, au fond, les pistes sont troublées, on a du mal, déjà il y a beaucoup de statistiques, maintenant il y en a même je pense trop, on a du mal à les interpréter, on les interprète trop simplement, et les paroles de nos dirigeants monétaires elles-mêmes sont clairement difficiles à interpréter. Donc, pour la tendance du dollar, restons purement techniques, et l'analyse technique offre vraiment de bons résultats, et si le dollar américain rebondit depuis la mi-octobre, il y avait des raisons techniques, chartistes, qu'on a essayé de mettre en avant chez TDFX. Par contre, n'essayons pas non plus de trop extrapoler le lien qui pourrait exister entre le QI et la tendance du dollar américain. C'est une réalité pour le comportement des indices actions. Alors on peut passer à la suite, et je vais passer le micro. Adrien, je te passe la parole. Donc là, sous vos yeux, les taux longs américains à 10 ans. Alors donc, la situation sur les taux, le marché obligataire. Merci beaucoup. Donc, ce que vous voyez ici, ce sont les taux à 10 ans, donc le fameux bond du Trésor aux États-Unis. Tout simplement, cette année, nous avons vu à partir du mois de mai une hausse des taux obligataires, donc une hausse du coût, de l'emprunt aux États-Unis, en Europe, partout dans le monde. C'est pas forcément un risque systémique, mais nous avons vu quand même les indices boursiers sous-performer pendant cette période. Nous avons même vu une correction des indices boursiers. Donc, généralement, si on peut dire quand même, et on le sait maintenant, si le marché croit qu'effectivement la Fed va ralentir son queue l'année prochaine, sous la présidence des Yellen, ce qui semble remis en question en ce moment, eh bien, les taux devraient se maintenir au niveau actuel et peut-être même continuer de monter. Si les taux continuent de monter, cela veut dire qu'a priori le dollar va continuer à s'apprécier. Donc vous avez sur le forex, l'or dollar et d'autres paires de devises cotées contre le dollar, enfin d'autres devises, excusez-moi, cotées contre le dollar qui vont perdre du terrain. Ici, les taux, vous voyez très clairement qu'on est toujours en dessous des 3%. Nous avons frôlé les 3%, c'était en juin, juillet dernier, ou même août. Et jusqu'ici, comme ce graphique vous le montre, tant que l'on reste sous les 3%, en fait, a priori, nous pouvons
pouvons quand même juste tenir ici, nous pouvons avoir une stabilisation sur le marché dans les prochaines semaines en attendant la suite, en attendant notamment la prochaine réunion du FOMC en décembre, donc dans un mois, moins d'un mois même, et puis eh bien, le départ de Ben Bernanke en janvier et l'arrivée de Janet Yellen. Qu'est-ce qui va se passer avec Janet Yellen? Aucune idée. Je vais être honnête avec vous, j'en ai aucune idée et personne ne le sait, mais je pense qu'en fait, vu que en 2012 les taux obligataires étaient quand même sur le plus bas historique, il y a quand même de la marge à la hausse. Il faut dire que nous sommes donc aux alentours de 2,50, 2,60. Historiquement, vous regardez les graphiques de long terme des taux obligataires aux États-Unis, historiquement 2%, 3% même, c'est très bas. Donc, c'est pas forcément un risque systémique qui va faire chuter les marchés, enfin on va voir, qui va donc entraîner des craintes vis-à-vis de la solvabilité des banques, mais c'est quand même un risque en fait sur le court terme parce que pendant des périodes de hausse des taux aux États-Unis, vous avez les indices qui baissent, les métaux précieux, enfin les matières premières qui baissent aussi, nous avons vu cela cette année, et donc a priori, si nous avons tout simplement une hausse des taux au-dessus des 3% en 2014, il faudra, a priori, faire très attention au niveau auquel vous achetez les actions. Voilà, donc tout simplement, la Fed va nous donner la suite l'année prochaine. Il est très difficile de prévoir un ralentissement de QE. Jusqu'ici, la Fed nous a bluffé cette année, et à vrai dire, Janet Yellen pourrait juste maintenir le QE pendant au moins le début, enfin le premier trimestre 2014. Donc, les taux, à mon sens, pourraient rester sur les 3% tant que l'on reste dans une telle situation que nous avons aujourd'hui. Alors donc, pour le CAC 40, graphique très simple, nous avons déjà parlé des indices